Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de votre livre Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique. Alors la première question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous pourriez nous dire dans quel état d'esprit vous avez écrit le livre, les recherches, etc. et comment vous avez réussi à lier des domaines qui étaient aussi compliqués. Alors c'est une longue histoire, pour être honnête, c'est une longue histoire puisque je me suis toujours intéressé au sujet de la monnaie. Quand j'avais 14-15 ans, je me posais des questions en fait. Et mon père qui travaille dans la finance en Suisse, je lui posais des questions le soir au dîner Ok. sur le mode de fonctionnement des banques centrales. Et il avait un petit peu des difficultés à me répondre parce qu'il m'expliquait que les banques centrales créent de l'argent à partir de rien. Et moi, ça me paraissait très étonnant. Ok. Voire même suspect. Ouais. Et du coup, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et puis par la suite, quand j'ai commencé mes études supérieures en école de commerce, j'avais un prof d'économie qui nous avait dit en fait ouvertement que la Banque centrale américaine était une société privée, une corporation. Ok. Et du coup, ça m'avait énormément surpris. Donc ce prof d'éco aussi était un petit peu... voilà, c'est comme s'il nous faisait une révélation. Ok. Et moi je me suis dit, tiens c'est étonnant tout ça. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le système monétaire, j'ai poursuivi mes études. Après je suis parti aux États-Unis en Ok. 2000. Ouais. Parti aux États-Unis. Bon, là je travaillais pour une multinationale française dans l'outdoor. Donc je m'occupais de l'une de leurs marques. Et donc je suis arrivé aux États-Unis en 2000. Après, il y a eu les attentats 2001. Ok. Attentats 2001 à New York, au cœur de la finance. Bien sûr. Et bon, comme je suis curieux et quand il y a des choses qui arrivent, je cherche toujours à comprendre ce qui se passe un petit peu en coulisses. Je me suis dit que, tiens, c'était bizarre qu'il y avait ces attentats au cœur de la finance. Ok. Et Vous avez fait le lien déjà. bah, en fait, je me suis posé des questions. Déjà, je ne croyais pas un seul instant à la version officielle de ce qui s'était passé ce jour-là, Ok. parce que ça ne tenait pas la route. Et puis, je voyais les images à la télévision avec George Bush, quand il y a son conseiller qui vient dans l'école, dans la classe d'école où il est. Ouais. C'est une vidéo qui est très connue, hein, vous Bien pouvez sûr. voir partout, où il y a son conseiller qui vient à l'oreille pour lui dire ce qui s'est passé à New York avec les tours, etc. Donc j'ai commencé à faire des recherches et assez rapidement, à différents niveaux. En 2002, j'ai compris ce qui était passé ce jour-là. Ok. Donc je pourrais donner plus de détails, mais on le fera à la fin de l'interview si vous voulez. Bien sûr. On va peut-être rentrer dans le cœur du sujet. Donc Ouais. moi, suite à mes recherches, je suis rentré en Suisse. J'ai investigué plus en détail le système monétaire avec les différentes dimensions. Je me suis aussi beaucoup intéressé à l'économie et les principes économiques de l'école autrichienne Ok. avec Karl Menger, Ludwig von Mises, Murray Rothbard. Une école de pensée qui est hétérodoxe, qui n'est pas enseignée dans les écoles, mais qui remet au centre des villages les vrais principes économiques. Ok. Donc je me suis concentré aussi sur beaucoup de lectures, et puis de fil en aiguille, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre sur la monnaie et l'or physique et l'argent métal, les métaux précieux en tant que tels, puisque les métaux ont toujours été utilisés depuis des millénaires comme monnaie. Ouais. Bon, il y a eu l'argent, il y a eu l'or, il y a eu au tout début c'était le sel aussi. Et une fois qu'on a découvert que le sel était disponible en quantité beaucoup plus Limité. importante, ben, évidemment ça a perdu de sa valeur, donc Bien ce sûr. n'était plus un étalon. Mais avant, c'était une denrée qui était rare en fait. Et donc voilà, j'ai écrit ce livre, donc Le suicide monétaire, la seule monnaie honnête et véritable est l'or physique, et s'émanciper, en deuxième sous-titre, s'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie. Donc Ok. dans ce livre, la colonne vertébrale, c'est la monnaie. La monnaie, les fondamentaux de la monnaie, parce que la plupart des gens ne comprennent pas le système monétaire. Ils ne comprennent pas tout simplement ce qui n'est pas enseigné à l'école. On n'explique pas les tenants et les aboutissants du système monétaire, et c'est Bien sûr. volontaire, parce qu'il y a une volonté de garder ce sujet dans l'obscurité. Ok. C'est-à-dire que les gens ne soient pas conscients du système actuel et à qui ils profitent. Ok. Voilà. Donc c'est une situation
qui demande beaucoup de travail pédagogique. C'est ce que j'ai essayé de faire en 122 pages dans mon livre, d'expliquer de manière très simple, abordable à tout le monde, parce que ce livre, n'importe qui peut lire, un ouvrier, un cadre, une infirmière, un PDG, n'importe qui peut lire ce livre très facilement, 122 pages. Et j'ai mis l'essentiel sur le système monétaire. Et puis j'ai aussi lié avec l'actualité, parce qu'évidemment, on est une période de l'humanité où il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut être capable de connecter les points. Donc j'ai fait en sorte de transmettre ce que j'avais appris dans toutes ces connaissances et mon interprétation de ce qui se passe aujourd'hui. Ok, très bien. Moi, il y a deux choses fondamentales qui m'ont vraiment pas perturbé, mais c'est des choses que je ne savais pas et j'ai l'impression que c'est un peu le fil directeur pour comprendre tout ce que vous abordez. La première chose, c'est la technique triangulaire. J'en avais jamais entendu parler. Et la deuxième chose, c'est les instances qui gouvernent les banques centrales, donc que ce soit la BRI ou le FMI comme vous le dites, ont mis en place des lois pour interdire tout pays d'avoir une monnaie qui soit adossée à l'or. Est-ce que vous pouvez me parler déjà de la technique triangulaire et ensuite de la BRI? Alors la technique triangulaire, c'est celle qui a été utilisée pour le 11 septembre 2001. Okay. Elle est utilisée de manière systématique. C'est aussi la symbolique qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme. Okay. Au niveau du visuel de la Déclaration des droits de l'homme, il y a un triangle avec un œil au milieu, l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, okay. Qui est à une origine franc-maçonnique. Et donc la signature de la franc-maçonnerie est dans la Déclaration des droits de l'homme, en réalité. Okay. Et donc on est sur une symbolique triangulaire où en fait le 3 a aussi une puissance ésotérique. Okay. Donc une puissance ésotérique, je vais vous donner un exemple. Quand vous faites quelque chose, un projet ou n'importe quoi, en 3 étapes, vous êtes toujours mieux placé de réussir si vous le faites en 3 étapes plutôt qu'en 4 ou plutôt qu'en 2. Ok, je ne connaissais pas ça. Donc si vous arrivez à faire quelque chose et à le ficeler en 3 parties, ouais. Ça vous donne une force de frappe supplémentaire. Okay. Dans le cas présent, on parle de technique triangulaire. Pourquoi ? Parce que cette technique est toujours la même. Hein. Quand on sait qu'on n'arriverait pas à obtenir quelque chose directement en l'imposant, ouais. On crée des conditions d'une situation qui va forcer les personnes que vous voulez contraindre à accepter par leur consentement ce qu'ils n'auraient jamais accepté directement. Okay. Donc, quand vous voulez générer une situation de peur, d'angoisse, d'inquiétude, vous créez un problème, vous vous attendez à une réaction et vous apportez la solution. Donc c'est toujours la même chose. Donc un exemple, si vous voulez vendre du matériel de sécurité et de surveillance, parce que c'est votre business et ça rapporte gros, ouais. Eh ben, vous faites en sorte qu'il y a des gens qui se fassent cambrioler. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et les gens vont avoir une réaction, se dire « Ah, on est en insécurité, on se fait cambrioler, on est dans un environnement qui n'est pas safe, protégez-nous, sauvez-nous. » Et la solution, ceux qui ont créé le problème, qui ont créé de la délinquance, de l'insécurité, qui ont recruté des gens pour faire des cambriolages, etc., ils vont ensuite vendre leur matériel de sécurité, des caméras, des choses comme ça. Voilà. Okay. Donc, cette stratégie triangulaire, problème, réaction, solution, c'est un classique. On l'a vu le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a un problème qui a été créé. Effectivement, il y a une attaque. Officiellement, c'est une attaque terroriste. D'où elle vient, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, en fin d'interview. Mais elle a créé une réaction de sidération, de peur et de contrainte. Et ça a été un moyen pour les instigateurs de cette attaque de pouvoir dérouler toute une législation contraignante pour supprimer nos libertés, réduire les déplacements. Et là, je parle en l'occurrence du Patriot Act, ouais. Le Patriot Act. Donc, non seulement ça a permis d'avorter
l'annonce de quelque chose d'important ce jour-là, le 11 septembre 2001. Et ça permet aussi de dérouler tout un programme de liberticide pour réduire les libertés. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure, mais je vais en rester là pour l'instant. Ok, pour l'instant. Et est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi la BRI et le FMI, donc les instances qui régulent les banques centrales, et ce système fiat de fausse monnaie, pourquoi ils interdisent les pays d'avoir une monnaie qui soit adossée à l'or? Alors déjà, je pense que ce serait bien de définir ce que c'est qu'une monnaie fiat, pour que les gens qui sont nouveaux au sujet comprennent. Une monnaie fiat, bon, déjà historiquement, la monnaie, ça a toujours été les métaux précieux. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui a décidé que ça devait être les métaux précieux, c'est les utilisateurs dans leur ensemble qui ont toujours eu cette perception que les métaux précieux c'était la vraie monnaie en réalité. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date depuis des millénaires où les métaux ont toujours été considérés comme un moyen d'échange ou de pouvoir, même au temps des pharaons. Voilà. Donc, ça a toujours été comme un médium de réserve, une réserve de valeur en fait. Une réserve de valeur qui, au fil du temps, ne perd pas de sa valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. L'étalon parfait. Voilà, l'étalon idéal, déjà parce qu'on peut le fondre. On peut en faire, on peut le diviser en quantités différentes, et puis c'est facilement échangeable. On l'utilise dans la bijouterie, on fait plein de bijoux avec l'or. On l'utilise dans les nouvelles technologies, dans l'industrie, dans des industries de pointe. Ouais. Et puis il y a aussi des gens qui achètent de l'or pour de l'investissement. Pour l'investissement, parce qu'ils savent que voilà, c'est une valeur refuge, etc. Donc ça, c'est les fondamentaux. Je ne vais pas rentrer tout en détail. J'essaye brièvement dans mon livre d'expliquer le système, mais il y a plein d'auteurs qui ont écrit des livres sur le sujet. Donc j'explique en gros que depuis un siècle, depuis la création de la Banque centrale américaine, principalement, on a un système de fausse monnaie qui s'est mis en place, qui a été mis en place par un pool bancaire, une pool de familles, qui sont en réalité les propriétaires de la Banque centrale américaine, qui est une corporation, qui est une société privée. Et cette société privée n'agit pas dans l'intérêt public, mais pour des intérêts privés. Et en l'occurrence, un pool de banques à l'époque, les Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff et d'autres familles financières très puissantes qui se sont rencontrées en très grand secret, en fait. Vous parlez de Jekyll Island. Jekyll Island, justement, ouais. Edward Griffin, dans un livre qui s'appelle The Creature of Jekyll Island, explique en détail cette rencontre. Cette rencontre qu'ils avaient suivi. À l'époque, il y avait une grande défiance vis-à-vis des banquiers par rapport à ce qui s'était passé au niveau économique et monétaire. Et donc il y avait une très grande défiance des banquiers, et ils se sont débrouillés pour se rencontrer, donc des gens, des banques qui étaient concurrentes à l'époque, qui se sont rencontrés en plus grand secret sur une île au large de la Géorgie pour mettre en place ce qu'allait devenir la Banque centrale américaine. Donc ils ont comploté ensemble pour pouvoir passer une législation qui leur donne le pouvoir exorbitant de créer de la monnaie à partir de rien, et en plus de demander des intérêts. Donc ils se sont débrouillés pour passer cette législation. Ils ont corrompu des gens, ils ont aussi probablement assassiné des gens pour le faire, parce qu'il y avait des obstacles. Au début, ils ont fait en sorte qu'il y avait certaines garanties qu'ils ne puissent pas imprimer de la monnaie à partir de rien. Puis au fil du temps, après, c'est parti complètement en vrille, parce que c'était leur objectif. Donc la Banque centrale américaine est un peu le début même s'il y a des banques centrales qui existaient avant, ou ce système déjà existait un peu avant, bien avant la Banque centrale américaine. Mais je dirais que la Banque centrale américaine
a commencé à développer ça, les autres banques centrales ont commencé à développer ça. Au cœur de tout ça, de toutes ces banques centrales, il y a les pays qui sont alignés sur le Fonds monétaire international. Donc le Fonds monétaire international, c'est l'organisation principale qui en fait... Régule et qui légifère. en fait, le Fonds monétaire international, il a un objet... Il a été créé dans un contexte où c'était censé pour régler des problèmes monétaires, mais en réalité, il ne fait pas ce qu'officiellement il dit. Bien sûr. Le rôle aujourd'hui du Fonds monétaire international, c'est de s'assurer que le système de fausse monnaie qui est en cours actuellement, donc le système de fiat monnaie, soit maintenu, en fait. Et comment ils le font? Ben justement, en démonétisant les métaux précieux, l'or et l'argent, c'est ce qu'ils ont fait, et par des manipulations et la confiscation et le transfert d'or de pays à pays à travers toute une réglementation et des accords. Ouais. Voilà, les statuts du FMI sont téléchargeables sur Internet. On peut voir quels sont ces statuts. Tous ceux qui travaillent pour le FMI ont une immunité totale. Et en fait, le Fonds monétaire international a pour objectif, effectivement, de cacher et de soutenir un système de monnaie frauduleuse, notamment le dollar américain, Ouais. puisque le siège du FMI est à Washington. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est pas anodin que la Suisse a été forcée de rentrer dans le Fonds monétaire international dans la fin des années 90. Et donc ça a changé beaucoup de choses parce que la Suisse avant était vraiment Vous très. parlez de ça en 99. Ouais. Pardon, ouais. Vous parlez de ça. Donc oui, parce qu'en fait ils ont modifié la constitution suisse en 99 et ils se sont débrouillés pour faire en sorte que la Suisse adhère au Fonds monétaire international alors qu'elle n'y avait aucun intérêt, aucun. Donc bon. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un hold-up de cette banque centrale. Toutes les banques centrales majeures qui sont sous le joug de ce système frauduleux, principalement pilotées par Londres et puis les États-Unis. C'est un système... Quand vous dites Londres, c'est la City de Londres. Ouais. Et en fait, ce système, ce réseau de banques centrales est en fait contrôlé par des organisations comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux à Bâle. Et donc ce sont les banques centrales, pour résumer, pour comprendre un peu la situation, toutes ces banques centrales, ce sont des filiales d'un cartel bancaire. Ouais. D'un cartel bancaire qui est entre les mains de quelques familles financières très puissantes. Voilà. Ce sont elles qui ont mis en place ce système. Et voilà, c'est le système que nous avons actuellement et qui va s'effondrer à un moment ou à un autre. Ok. Ça me fait penser, pour faire la transition, vous avez parlé de pays qui s'échangeaient des réserves d'or ou qui se vendaient de l'or entre eux. Oui. Dans votre livre, vous parlez de Nicolas Sarkozy, Oui. qui a vendu de l'or française. Du coup, ma question, c'est quel est votre constat de la France aujourd'hui et par rapport à cette monnaie frauduleuse? Le constat de la France, c'est-à-dire? Comment la France a perdu sa souveraineté, et notamment sa souveraineté monétaire vis-à-vis de l'euro? Alors, il y a plusieurs choses effectivement qui rentrent dans l'équation. Le fait que déjà la France a été poussée dans l'euro. Alors, ce qu'il faut savoir, ça c'est important parce que sinon on est complètement hors cadre et hors sujet, c'est que l'Union européenne et le projet de création de l'Union européenne est un projet américain qui a été drivé par les services de renseignement américains. Et ça, c'est établi, les documents officiels ont été divulgués. Il y a Philippe de Villiers, un ancien ministre d'État, qui a écrit un livre qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Et en fait, dans ce livre, il explique, documents déclassifiés à l'appui, que Jean Monnet et Robert Schuman étaient des agents américains. Donc, ils travaillent pour la CIA. Et Jean Monnet a travaillé pour JP Morgan aussi. Donc la création de l'Union européenne, il faut bien le comprendre, c'est une création américaine pour pouvoir contrôler
les États européens à leur propre profit, et puis surtout nous faire en sorte, ils sont aussi derrière la guerre froide, c'est-à-dire que les Américains ont toujours voulu que l'Europe soit contre la Russie. Et c'est exactement ce qu'ils continuent à faire avec l'Ukraine, etc. Donc il y a toute une géopolitique et une manipulation en coulisses derrière la création de l'Union européenne. Alors la création de l'Union européenne, moi je ne détaille pas je ne vais pas trop en détail dans mon livre parce que sinon je pourrais partir dans tous les sens. J'essaie de me concentrer sur la monnaie et puis sur les points importants. Mais il y a plein d'auteurs qui ont écrit des livres intéressants sur le mode de fonctionnement de l'Union européenne, qui est un mode de fonctionnement aujourd'hui qui est hors de contrôle. Hors de contrôle qui est bureaucratique, de type communiste, de type tout à fait communiste. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes dans un système libéral. Comme je dis, nous ne sommes plus dans un système libéral depuis plus de 70 ans. Le vrai système libéral authentique, parce que la plupart des libéraux français étaient, la plupart des libéraux étaient français. Frédéric Bastiat, Tocqueville, il y a eu Jean-Baptiste Say aussi, qui est un industriel. Donc il y a eu beaucoup d'influences françaises du vrai libéralisme authentique. Et ce libéralisme authentique n'a jamais prôné un seul instant la création de banques centrales. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a le libéralisme politique sur les principes de liberté, de responsabilité individuelle qui sont avant tout français, pour la plupart. Cette philosophie politique est avant tout française et il y a beaucoup de Français qui l'oublient parce qu'on ne parle pas de tous ces auteurs qui ont beaucoup marqué l'histoire économique et financière. Et donc ce côté politique et le côté prédateur anglo-saxon qui a donné une dimension négative au libéralisme. Et ça vient des Anglais. Ça vient des Anglais par leur présence maritime, leur présence coloniale et c'est les rois du commerce, ça a toujours été les rois du commerce, avec leur flotte partout déjà, il y a plusieurs centaines d'années qui se sont bien établis avec leur colonie. Donc les Anglais, les Américains, donc les Anglo-Saxons sont derrière la perversion du libéralisme et ils en sont venus à diaboliser le libéralisme en tant que tel. Alors que le vrai libéralisme authentique, comme je l'appelle, n'a jamais prôné, encore une fois, la création de banques centrales et la création de monnaies frauduleuses. Donc il y a ça qu'il faut avoir en tête. Et sur le reste, la France, effectivement, a rejoint l'Union européenne. Donc la Banque centrale européenne a pris tous les pouvoirs. En fait, l'idée, c'est que ils avaient un plan, c'était de créer une Union européenne. Ils se sont dit, si on crée l'Union européenne comme ça, puis on l'impose politiquement, ça ne va pas jouer. Parce que les gens ne vont pas l'accepter. Donc ils se sont dit, on va faire autrement, on va faire plus finaux. Ouais, on va faire plus finaux. On va imposer l'euro, donc une union monétaire avec tous les pays qui profitent avant tout aux banques et au monde de la finance. L'euro profite aux banques et au monde de la finance, c'est clair. Parce que justement, ils peuvent développer du crédit à partir de rien. C'est des jeux d'écriture, j'en parlais tout à l'heure. Donc les fiat currency. La fiat currency, la monnaie frauduleuse, est créée de deux manières, à travers la banque centrale et les réserves fractionnaires. Les réserves fractionnaires, c'est les réserves que les banques ne tiennent pas. Donc de banque à banque, de dépôt à dépôt, il y a une déplication d'une somme initiale de banque à banque. Et ça crée une masse monétaire considérable qui crée de l'inflation. Et aujourd'hui, on est vraiment en hyperinflation. Donc il y a une émission constante de monnaie qui génère toute crise, récession et dépression. Donc aujourd'hui, pour résumer par rapport à la France, parce que vous me posez cette question, la France est en train de perdre son identité, sa souveraineté et toutes ses prérogatives dans tous les domaines, dans l'industrie, dans l'agriculture, parce qu'il y a une entité, il y a une pieuvre, moi j'appelle ça une pieuvre, qui s'appelle l'Union européenne, la Commission européenne, des gens qui ne sont pas élus, qui se sont appropriés tous les pouvoirs et qui maintenant sont hors de contrôle. Quand vous voyez la Commission européenne qui envoie de l'argent, qui envoie des armes en Ukraine, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour le faire, ce n'est pas dans les traités. Donc ces gens sont clairement dans des activités criminelles, c'est-à-dire qu'ils sont complètement hors cadre. Vous voyez von der Leyen qui commande des vaccins par SMS à Pfizer en plusieurs milliards, mais vous croyez, c'est irréel, c'est irréel. Donc voilà, là on est dans un contexte qui
qui est franchement assez choquant, assez accablant. Donc voilà, il y a des perspectives, oui, il y a des solutions, mais donc moi je me suis efforcé de donner aussi des solutions. Bien sûr. Vous parlez de la dette française qui est pas remboursable. Oui, On en est là. ouais. Alors la dette française, c'est 5 000 milliards d'euros, 5 000 milliards. Le hors Là-dessus, il faut rajouter 3 000 milliards qui sont hors bilan. Ouais. Donc on estime la dette française à 8 000 milliards d'euros. Donc 8 000 milliards d'euros, déjà, c'est pas remboursable. Ça, c'est le premier point. Déjà, c'est pas remboursable. Ça, c'est important, il faut l'avoir à l'esprit. Deuxièmement, cette dette, elle est frauduleuse parce qu'elle a été générée par de la monnaie fiat qui n'est pas adossée à un actif réel et surtout qui n'a pas de valeur productive. Vous ne pouvez pas créer de la monnaie sans fournir une valeur productive. Contrepartie, ouais. Voilà. Si vous avez un travail et que vous touchez un salaire, c'est parce que vous avez fourni une prestation. Bien sûr. Vous avez fourni un travail. Et ce que font les banques et les banques commerciales et les banques centrales, c'est créer de la monnaie sans fournir une contrepartie productive. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fraude. C'est une fraude. C'est une monnaie qui n'a pas de C'est valeur. une violation des droits de propriété. C'est-à-dire que vous allez... C'est comme un faux monnayeur. Ouais. Vous avez un faux monnayeur qui est dans sa cave, qui fait tourner une offset, qui fait tourner des billets de banque et qui utilise ces billets de banque pour acheter des choses alors qu'il n'a pas fourni un travail pour utiliser cette monnaie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la valeur résiduelle de la monnaie. C'est une fraude, c'est un vol. Bien sûr. Voilà. Donc vous arrivez à faire le lien ensuite dans le livre entre le fait que la monnaie ne repose sur rien, la monnaie fiat, Oui, et tous les autres pans de la société. Donc par exemple, vous arrivez à faire le lien entre la fausse monnaie et la préférence temporelle. C'est-à-dire que quand on a une monnaie qui se dévalue dans le temps, on va voir que court terme. On n'arrive pas à produire à réfléchir long terme, à voir long terme. Donc du coup, vous parlez à un moment de la fuite des cerveaux français, Oui. plus ou moins, des intellectuels, les jeunes qui font de grandes études, qui vont vers des métiers qui réfléchissent que court terme, rentabilité. Vous parlez aussi de l'obsolescence programmée, Oui. qui est amplifiée par la fausse monnaie. Comment vous arrivez à faire ce lien entre fausse monnaie et obsolescence programmée? Et par exemple, si on était sur une monnaie qui est adossée à de l'or, par exemple, on arriverait à créer des matériaux qui tiennent longtemps, etc. Comment vous faites ce lien? Alors, la clé, c'est comprendre le rôle du taux d'intérêt. C'est ça la clé, en fait. C'est que le taux d'intérêt doit être librement fixé par le marché, c'est-à-dire en fonction de l'offre et la demande. Et parce que les banques centrales émettent de la fausse monnaie, pour faire ça, ils baissent constamment les taux d'intérêt. Donc, normalement, les taux d'intérêt devraient permettre aux gens qui ont de l'argent, qui ne veulent pas le dépenser, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le mettre à disposition de quelqu'un, mais en échange, puisqu'ils sacrifient un besoin immédiat, ils vont demander un intérêt. Et puis voilà, pour être récompensé pour ce sacrifice de ne pas l'utiliser. Et en revanche, ça va aider quelqu'un, un entrepreneur, à monter un projet et puis se faire financer. Donc le taux d'intérêt, il est hyper important pour comprendre que ce système de fiat monnaie, donc de fausse monnaie, est basé sur la manipulation du taux d'intérêt. La manipulation du taux d'intérêt et des taux d'intérêt, donc c'est les taux directeurs, hein, c'est les taux des banques centrales, sont en fait la cause des crises, des bulles et des récessions et des dépressions. C'est parce que les banques centrales manipulent ce taux très faiblement et du coup ça a des conséquences immenses. Je vous donne un exemple. Vous avez un entrepreneur qui emprunte à 6%. 6%, voilà, il a une entreprise, il fait n'importe quoi, il emprunte à 6%, il doit se développer, il a une usine, voilà. Et puis tout d'un coup, donc il a emprunté à 6%. Et puis il a des concurrents, il n'est pas seul, hein, il a des concurrents. Puis tout d'un coup, la Banque centrale, elle baisse ses taux à 3. Ça veut dire qu'il y a un écart de... Il y en a un qui a emprunté à 6 et l'autre a emprunté à 3. Ben, le concurrent qui a emprunté à 6,
Il va se dire, chouette, moi j'ai emprunté à bien meilleur marché, et donc je vais pouvoir être plus agressif, plus compétitif. Donc ça crée une distorsion de concurrence entre les acteurs économiques. Non seulement ça, et puis celui qui a emprunté à 6%, ben, déjà il pourrait même mettre la clé sous la porte, pour plus être compétitif, parce qu'il y a des concurrents qui ont eu du prêt à un taux inférieur, et du coup il pourrait mettre la clé sous la porte, ou avoir à délocaliser dans des pays à bas coût comme la Chine. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'on a constaté depuis des années en France, c'est qu'il y a une destruction du tissu industriel. Et du tissu économique, c'est-à-dire que tout est maintenant délocalisé justement à cause de cette manipulation aussi monétaire de l'euro et le fait que la monnaie n'est pas adossée à du tangible. Donc ça, c'est un point important. Le taux d'intérêt, il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais il faut juste comprendre que le levier qu'ils utilisent justement pour créer de la fausse monnaie, c'est à travers le taux d'intérêt, et c'est en baissant de manière considérable le taux d'intérêt jusqu'à maintenant négatif, qui est une absurdité totale. D'avoir des taux d'intérêt négatifs, c'est une absurdité. C'est ce qui leur permet en fait de maintenir le système à flot. Alors pour l'instant, ils le maintiennent à flot parce qu'ils tirent les ficelles, hein. Mais en réalité, comme ils contrôlent l'intégralité du système, ils pourront appuyer sur le bouton rouge à tout moment, comme je le dis. C'est ce qu'ils veulent faire avec le Great Reset d'ailleurs. Le Great Reset, Klaus Schwab s'en cache pas. Ils disent clairement qu'ils veulent faire un Great Reset. Mais le Great Reset, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le Great Reset, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire effondrer le système monétaire qu'ils ont mis eux-mêmes en place il y a plus d'un siècle pour que tout le monde soit tondu, que tout s'effondre, que la bourse s'effondre, etc. Et puis qu'ils disent, ah bah vous voyez, donc ils créent un problème. Il va y avoir une réaction, solution. Problème, réaction, solution. C'est les CBDC dont tu parles, par exemple, l'identité numérique. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Qui a été voté en Europe. Déjà. Alors, les CBDC, c'est les Central Bank Digital Currencies. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on est déjà sur de la monnaie numérique, hein, parce qu'ils ont supprimé le cash, ils ont utilisé le Covid. Évidemment, c'était bien pratique. Pour supprimer le cash. Moi, j'ai appris qu'en 2024, sur les 3 principales banques françaises, il y a plus de 12 000 distributeurs automatiques qui vont être supprimés. Donc, ils y vont petit à petit. C'est l'effet de la grenouille. Hein. Vous connaissez l'effet de la grenouille. Hein. Vous mettez une grenouille dans une casserole. Si vous mettez la température à fond, elle saute, elle va dégager. Mais si vous mettez la température au fil du temps, ben voilà, la grenouille ne va pas s'en rendre compte et elle va mourir. Voilà. Donc les CBDC, l'identité digitale. Alors les CBDC, donc ce que la Banque Centrale Européenne cherche à faire, mais ils s'en cachent pas, hein, ils le disent. Christine Lagarde, ils veulent imposer cet euro numérique. Thierry Breton, qui n'est pas élu, qui se prend pour le dieu dans les cercles européens, en plus de la censure des médias, mais bon, ça c'est autre chose avec Twitter, etc. Mais on voit que ces gens-là, ils travaillent pour un agenda. Je veux dire, Thierry Breton, ça fait des années qu'on sait qu'il travaille pour un agenda. Jacques Attali, il travaille pour un agenda. Ils travaillent tous pour le même agenda. Voilà, ils font tous partie de ces cercles fermés, le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, X autres organisations, parce qu'ils ont un agenda, voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, ils cherchent à imposer ils cherchent à mettre en place un Great Reset. Est-ce qu'ils vont y arriver? Donc leur objectif, c'est clair, c'est de faire effondrer le système, c'est-à-dire qu'il y ait une confiscation massive des actifs, de l'immobilier, tout ça, parce qu'en fait, tout est basé sur la dette. Vous avez compris, parce qu'ils ont, à travers ce système de fausse monnaie, depuis un siècle, ils ont fait que générer de la dette, que de la dette. Donc tous les gens sont endettés. La plupart des Français, ils ont une maison à payer, ils ont aujourd'hui une voiture, même une machine à laver. Je veux dire, les gens n'ont même plus l'argent pour s'acheter un produit au comptant. Voilà, donc tout le monde est endetté. Donc à travers l'endettement et ce système de fausse monnaie, ils ont mis des boulets aux pieds et des chaînes à tout le monde. Donc ceux qui vont avoir des gros soucis à l'avenir,
Moi, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, on va voir. Non, mais déjà, on peut pas. Mais ceux qui vont avoir des sérieux problèmes, c'est surtout ceux qui vont s'endetter. Ouais. Parce qu'ils ne pourront plus payer, il va y avoir des foreclosures, donc saisies sur hypothèque. Ouais. Donc c'est un peu ce qui risque de se profiler. Donc voilà le contexte aujourd'hui, ils vont essayer d'imposer ce Great Reset. Moi j'anticipe, je ne suis pas pessimiste, hein, mais je suis réaliste. Réaliste dans le sens où je pense qu'il va y avoir une crise monétaire et bancaire de grande ampleur assez rapidement. En 2024, on pense peut-être même au printemps, peut-être avant. Voilà. Après, il y a tout aussi un agenda, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais je ne vais pas trop en détail. Il y a un agenda de transhumaniste. Ouais. Il y a aussi la question de la santé. Le Covid, il n'est pas arrivé par hasard. Alors, sur le transhumanisme, vous parlez aussi des technocrates, le risque de la technologie, justement. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent quand vous parlez de transhumanisme? Qu'est-ce que c'est? En fait, on a affaire à des gens qui nous prennent déjà pour leurs esclaves. Hein. Nous sommes déjà leurs esclaves depuis un moment, sans trop le savoir, en réalité. Et ces gens-là ont un programme de contrôle, de manipulation, et ils veulent supprimer nos libertés les unes après les autres et puis établir un contrôle sur nos esprits et nos âmes, en fait. Ça commence, moi ça me fait penser à ce qui s'est passé au Canada avec la saisie des comptes bancaires de ceux qui avaient manifesté. Ça me fait penser en France, la saisie de tous les biens immobiliers et tous les biens des oligarques russes sur le sol français. Ouais. Donc c'est comment on en arrive là c'est la fin des propriétés privées en fait. Vous parlez des avoirs russes, mais il y a aussi RT. Ils ont fermé une chaîne russe qui était représentée en France, RT France. RT France, au nom de quoi ils ont supprimé une chaîne russe qui faisait de l'information, même de la réinformation, on va dire. Donc c'est très grave dans le sens où ces gens-là sont hors de contrôle. Ils font de la censure. Il y a une censure généralisée au niveau des médias, surtout les médias subventionnés, qui sont payés avec notre argent, la redevance audiovisuelle, etc., qui payent la propagande, en fait. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes les propres payeurs de la propagande qu'on nous vend, en fait. Mais ça me fait penser, dans votre livre, à un moment, et la question, elle va peut-être être dure à entendre, mais en tant que citoyen français, si on paye nos impôts et qu'on a des comptes bancaires en France, est-ce que ça veut dire qu'on finance cette propagande, qu'on finance la guerre, qu'on finance ces choses-là? Ah oui, la réalité c'est ça, c'est clair. Il y a beaucoup de Français, vous savez, il y a beaucoup de gens, de jeunes, qui ont du talent, de l'ambition, et ils partent. Bien sûr. Ils quittent le pays, pour plusieurs raisons. C'est un pays qui est trop normatif. Il y a trop de règles, trop de contraintes. Tout est fait pour décourager l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. Il y a trop de charges patronales, il y a plein de charges X, Y, Z, il y a trop d'impôts. Ce pays, c'est un enfer fiscal. Un enfer fiscal, du coup, il y a plein de gens, d'entrepreneurs, oui, comme je disais, des jeunes qui partent, qui préfèrent aller ailleurs, en fait. Est-ce que c'est pas ça, au final, la solution? Parce que moi j'ai remarqué ça, notamment sur les réseaux sociaux, qu'au final, les jeunes qui partent, ou même des gens plus âgés, tout d'un coup, une fois qu'ils sont dehors du système, plus ou moins, les langues se délient et justement, ils commencent à parler de ce qui se passe en France, etc. Alors que quand ils étaient là, ils n'en parlaient pas forcément. Bon, après l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs, à part aller sur une île et puis être autonome au niveau alimentaire, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, si on vit un peu dans un contexte développé, nécessairement on aura certaines contraintes. On va payer des impôts. Bon, et payer des impôts, c'est bien aussi pour payer les infrastructures. Pour payer certaines choses, donc la TVA elle est là pour ça. Mais le problème c'est qu'en France on est tombé dans un extrémisme fiscal qui décourage l'entrepreneuriat et qui génère plein de problèmes. Et donc voilà, moi je suis pour la suppression de beaucoup d'impôts, par exemple les droits de succession, c'est un scandale, ils devraient être complètement supprimés. L'État a déjà prélevé pendant toute la vie de la personne des impôts et il faudrait qu'elle paye encore les droits de succession.
Non, il y a plein d'impôts à supprimer. Les entreprises se plaignent parce qu'il y a trop de charges et ils ne peuvent pas recruter. Alors la réponse aussi, il y a un truc important que je dis dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de gens et il faut comprendre qu'en fait, ce système de fausse monnaie permet au personnel politique de se poser en vendeur d'illusions. Eh ben, en proposant des programmes, des subventions à droite à gauche, parce que justement, il y a cette fausse monnaie qui est à disposition. On est dans une démagogie sans nom. Et le système qu'ils ont créé eux-mêmes, c'est pas nécessairement le politique. Hein. Mais moi, je le vois comme ça, parce que c'est clair, le pouvoir, je le dis, il n'est pas politique. Le pouvoir n'a jamais été politique. Il est quoi, là ? Il est monétaire. Les vrais détenteurs du pouvoir, c'est ceux qui ont le pouvoir monétaire. Donc il y a ceux qui sont en haut de la pyramide, et ensuite il y a le personnel larbin, qui sont en dessous, le personnel politique, qui manipule, donc qui place les gens à droite à gauche. Macron l'a passé à l'Élysée parce qu'il servait l'agenda. Donc c'est qu'une marionnette. C'est le larbin de service qui a été mis là par Attali et toute la clique du WEF et tout ça, les Young Leaders, Trudeau et d'autres, pour utiliser ces gens-là et les manipuler et puis faire le sale boulot. Parce que Macron, il fait le sale boulot, il faut le dire, pas se mentir. Il est là pour détruire le pays, il est là pour il a vendu la France à la découpe, ouais, l'industrie française. Je ne vais pas parler trop en détail de Macron, mais il y a des qualifications. Cet homme a une quarantaine de qualifications pénales sur le dos. Haute trahison, génocide en bande organisée pendant le Covid. Ils ont empêché les médecins de prescrire et de traiter les gens. On n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire de France, on n'a jamais vu ça. Des brigades de gens qui allaient administrer du Rivotril dans les EHPAD. On n'a jamais vu ça non plus. Toute cette propagande et ces attaques contre le professeur Raoult, parce que justement il proposait quelque chose qui a été prescrit pendant longtemps et puis qu'ils ont diabolisé par des études bidons à droite à gauche dans le Lancet, etc. Donc tout ça, c'est toute une manipulation. Mais ça a eu le mérite de faire réveiller les gens, une prise de conscience, un éveil. Donc le Covid, moi je savais que ça allait arriver parce qu'ils en parlaient déjà depuis longtemps, notamment en 2010 dans le rapport Rockefeller, Fondation Rockefeller. Qui sont les Rockefeller? C'est l'une des familles financières les plus puissantes de la planète. Ils ont des fondations à droite à gauche donc ils se présentent, en fait, tous ces gens-là, ils se présentent toujours comme des bienfaiteurs, des philanthropes, comme Bill Gates aussi. C'est le déguisement. Donc vous avez les loups qui prennent une parure de mouton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même stratégie. On se cache parce que les forces sombres auxquelles on doit faire face aujourd'hui se cachent dans la lumière. Donc tout est inversé. Voilà. Par exemple, je parle du langage, parce que le langage, c'est la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tout est inversé. Ces gens-là ont un double langage. Donc quand Macron dit quelque chose... Quand Macron dit quelque chose, si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il dit, il faut prendre l'inverse. Okay. Voilà. Il y a les réalistes qui croient à la vérité des mots, et il y a les nominalistes qui croient au pouvoir des mots. Est-ce que vous pouvez argumenter sur ça? J'arrive pas à comprendre. Alors, les réalistes, déjà, les mots ont de la force et une puissance, d'accord? La puissance, on parle de la puissance du verbe. Okay. Donc, les mots ont un sens. Okay. Ce qui fait qu'on peut s'articuler en société, c'est le fait de se comprendre, de savoir de quoi on parle. Si on parle d'un chat, on ne parle pas d'un chien. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on parle d'un poireau, on ne parle pas d'une carotte. Okay. Là, on est en train de nous faire croire qu'un poireau, c'est une carotte, et un chat, c'est un lapin. Vous comprenez? Donc, on inverse le sens des mots et on donne un autre sens aux mots. Les voyous, c'est devenu des gens bien. Ouais. Les voleurs, c'est devenu aussi des gens bien, des gens à succès. Ouais. Voilà. Une distorsion de la réalité. Alors, c'est une manipulation du langage. Là, c'est quelque chose qui est très spécifique. Ouais. Qui est une manipulation du langage, on appelle ça la novlangue. C'est une technique d'ingénierie sociale qui consiste à redéfinir le lexique d'une langue pour pouvoir manipuler et apporter une confusion dans la population. Okay. En minimisant,
en utilisant des mots différents et en leur donnant un sens différent, on minimise les événements, on relativise. Voilà. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est un assassin. Ouais. Et ben, dans certains cas, les médias vont dire ah ben, c'est un jeune délinquant ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc on minimise la portée des vraies actions. Donc on modifie le langage. Donc quand je disais que les réalistes, c'est ceux qui croient à la vérité des mots, les mots ont un sens. C'est pas par hasard. Bien sûr. Donc la vérité des mots, quand je dis quelque chose, j'utilise un mot, c'est que c'est réel. Et ceux qui veulent éviter de dire la vérité, eh ben, ils vont utiliser un autre langage. Ce sont les nominalistes. Et derrière ces nominalistes, il y a cette culture anglo-saxonne. Okay. Ces anglo-saxons qui sont pathologiquement des menteurs et des voleurs. Okay. Ça, il faut le savoir. Je vais pas... Globalement, l'influence anglo-saxonne est très orientée commerciale. Donc là-dedans, on trouve qui? Les banquiers, les avocats, les commerçants. C'est souvent la même... Vous parlez des droits des contrats. Je parle des droits des contrats, la judiciarisation de la société, comme on la voit aux États-Unis, qui est en train de se déplacer doucement en Europe. C'est le fait américain, c'est le fait anglo-saxon. Donc les avocats, d'ailleurs, dans la Constitution américaine, je sais que les pères fondateurs avaient mis une clause d'interdire la profession d'avocat dans la Constitution, et ils sont débrouillés pour faire retirer cette clause. Il y a peu de gens qui le savent, mais dans la Constitution américaine, la profession d'avocat était interdite. Et ce qu'il faudrait faire en France, c'est-à-dire toute personne à l'avenir qui exerce des fonctions étatiques, bon, déjà ne puisse pas travailler dans le privé, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de hauts fonctionnaires qui font que travailler dans le privé, donc conflit d'intérêts, etc. Et donc ça, c'est devenu le plus grand scandale de ce régime, parce que moi j'appelle ça un régime. Hein. On est sous le régime de la 5e République, on est sous le nouveau régime, après la Révolution. Révolution déclenchée par la franc-maçonnerie d'ailleurs, hein, qui n'a pas été créée par les Français ne parlaient pas français, ils parlaient des dialectes, des patois. Et donc depuis la Révolution française, la France n'a rien fait en fait, ni monument, ni chose de bien. Tout ce qui fait la France aujourd'hui a été fait avant la Révolution. Donc depuis la Révolution, on n'a jamais eu autant de guerres, on n'a jamais eu de conflits, on n'a jamais eu autant de misère, on n'a jamais eu autant de fiscalité. Donc la Révolution française marque le début réel du déclin de la France. Alors ça, c'est un déclin qui va vraiment... les 100 dernières années. Ouais, 100 dernières années. Et puis, voilà, est-ce que la France va se relever? C'est la vraie question. Alors, avec toutes ces techniques-là d'utilisation du langage, etc., on s'y perd un peu. Comment est-ce que moi, je peux faire la différence entre le bien et le mal quand tout est manipulé, entre guillemets? Par exemple, je vais prendre le cas des politiciens. Comment savoir si Trump ou Biden ou gauche, droite, républicain, démocrate, comment on fait, comment on s'y retrouve? Alors, pour revenir au langage, parce que c'est important, le langage et la maîtrise du langage est hyper importante. Okay. Il faut savoir avoir une bonne connaissance générale. Et puis, bon, le système éducatif français est parti en décrépitude depuis des années. Il y a Jean-Claude Brigadier là, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique des crétins, qui donne un peu l'aperçu de ce qui se passe. Donc en fait, c'est simple. Si vous ne maîtrisez pas la langue, c'est comme si vous étiez un eunuque. Okay. Parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour comprendre votre environnement. Si vous ne comprenez pas la langue, si vous ne comprenez pas le sens réel des mots, vous êtes dans une situation d'impuissance. Donc, c'est en créant des imbéciles à l'école qui permettent de mieux les manipuler. Parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent pas la grammaire, ni la syntaxe, et du coup, ça fait des imbéciles. Et pour les gens de pouvoir, il vaut mieux avoir des imbéciles que des gens intelligents pour leur faire de l'ombre. Donc c'est pour ça que maîtriser la langue c'est important, c'est pour ça qu'il y a aussi un vrai problème au niveau du système éducatif français qui est complètement en train de s'effondrer, les niveaux, etc. Donc voilà, pour répondre à votre question, donc moi je dirais que tout ce que j'ai appris à l'école, j'ai pas appris grand chose à l'école, je vais être honnête avec vous. Moi tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même, en lisant des livres, en faisant des choses. Donc pour ça il faut prendre le temps. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont très sollicités par le numérique.
par les portables, par les émissions, par les réseaux sociaux. Donc, normalement, c'est le rôle des parents de dire, OK, bon là, les réseaux sociaux, c'est fini, il faut lire ça, il faut faire ça. Donc, c'est normalement le rôle des parents. Mais le problème, c'est que moi, je vois, hein, tous les jeunes que je rencontre, ils ne maîtrisent pas la langue, ils font plein de fautes. Ils ont un vocabulaire qui est très restreint, donc c'est catastrophique. Donc, on est en train de fabriquer des imbéciles. Je suis bien d'accord. J'avais une question par rapport à Julian Assange, Edward Snowden, tous ces gens-là qui délivrent des messages très importants et qui sont quasiment pas reçus dans l'opinion publique en fait. Les gens ne s'y intéressent pas. Je fais référence à la censure des lanceurs d'alerte en fait, des gens qui parlent de ces choses-là et qui sont censurés. Oui, bah, effectivement, on est face à des gens... Le pouvoir, c'est l'information. Il y a deux pouvoirs. Il y a la monnaie et l'information. Donc, toute personne qui cherche à obtenir le pouvoir doit détenir le pouvoir monétaire et le pouvoir informationnel. C'est la clé. Le pouvoir politique ne vient qu'en dessous. D'accord ? Donc, monnaie et information, ce sont vraiment les clés du pouvoir. Si vous contrôlez la monnaie, vous pouvez contrôler l'information et vous pouvez ensuite contrôler le système politique et mettre les personnes de votre choix sur l'échiquier politique. D'accord ? Donc voilà comment ça se passe. Ok. Maintenant, j'aimerais transitionner sur... Juste pour finir par rapport aux médias, c'est que les médias, évidemment, sont entre les mains de quelques milliardaires, en France mais ailleurs, hein, aussi au niveau global, dans d'autres pays. Donc ces quelques milliardaires font la pluie et le beau temps. Quand vous voyez LCI ou BFM TV, toute cette propagande et cette rhétorique sur la manipulation de l'information, l'orientation de l'information, je crois que le pire, c'est LCI. Je ne regarde pas la télé, franchement, parce que je me protège, mais je crois que LCI, c'est le pire. C'est le pire. Donc, tous les médias subventionnés, effectivement, ils suivent une ligne directrice. Ils ont suivi la ligne pendant le Covid de propagande, de peur et tout ça, mais tout ça, ça a été préparé. Hein. C'est pas venu par hasard. Tout ça a été préparé. Donc, du coup, nous, ce qu'on peut faire pour résister, c'est de ne pas tomber dans le piège, justement, de la peur et de ne pas tomber dans ce piège-là. Et donc, à la fin du livre, vous parlez légèrement de la médecine alternative, de l'énergétique, de la spiritualité. On pourrait considérer plus ou moins que dans le même temps que les banques centrales ont plus ou moins détruit la monnaie et détruit la société, il y a aussi la destruction du divin dans le même temps. Alors, destruction de la spiritualité, destruction des valeurs. Donc on voit que notre civilisation qui est d'origine chrétienne a été détruite par principalement les loges, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie haït trois choses. Le peuple, la monarchie et la religion catholique. Donc derrière le chaos de la France, il y a la franc-maçonnerie qui est partout, qui est infiltrée partout. Moi, je discute avec des gens qui sont dans les affaires, dans le business. Si vous n'êtes pas dans la franc-maçonnerie, vous n'arrivez pas à avoir les bons postes, vous n'arrivez pas à avoir les bons deals. Donc, ils sont partout, ils sont infiltrés partout. Ces francs-maçons, ils sont quoi, 200 000 en France ? Ils sont un peu infiltrés partout. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'ils fonctionnent de manière initiatique et triangulaire. Cette fameux triangle que je vous parlais tout à l'heure dans la Déclaration des droits de l'homme. Cette franc-maçonnerie est une loge initiatique. Elle fonctionne de manière inversée, sous forme d'une hélice inversée. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont enseignées et les vérités qui sont enseignées en bas de la pyramide sont l'inverse des vérités qui sont enseignées en haut. Donc en bas, on a toutes les vertus, toutes les choses bien en apparence et tout ça. Et puis en haut, il y a très peu de gens qui atteignent le niveau en haut et il y a très peu de gens qui connaissent le but réel de la franc-maçonnerie. Donc je dirais que la plupart des francs-maçons, même des gens un peu comme tout le monde, hein, il y en a plein, qui sont complètement manipulés, ils ne connaissent pas l'objectif réel de la franc-maçonnerie. Donc voilà, pour moi, c'est une mafia, hein. C'est une secte, c'est une mafia qui est infiltrée partout en France. Elle se représente dans les monuments, dans la symbolique, on la retrouve un peu partout. Et c'est son image aussi qu'elle utilise, c'est l'échiquier, le blanc et le noir. La franc-maçonnerie n'est ni sur du noir ni sur du blanc, elle est dans les jointures, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas position.
Elle se met pas dans un camp. Parce que quand vous mettez dans un camp, quand vous sortez de l'ambiguïté, c'est toujours à votre propre détriment. Vous voyez ce que je veux dire? L'art de la franc-maçonnerie, c'est le en même temps. C'est justement le en même temps d'Emmanuel Macron. Ok, c'est à gauche et à droite en même temps. À gauche et à droite, on dit tout et son contraire, et dans les deux sens. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avancer ses pions en disant tout et son contraire. Sans, en fait, ne pas être assis sur un point de vue tranché. Donc la franc-maçonnerie, c'est ça. Vous avez un échiquier, une plaque d'échecs. Vous avez des cases blanches et des cases noires. L'idée, c'est de se mettre entre les jointures. Donc on ne prend pas position et c'est comme ça que la franc-maçonnerie avance. C'est sa stratégie, voilà. Donc, si on résume un peu, après avoir lu le livre, on se dit qu'est-ce que je peux faire? Je peux détenir de l'or, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat, je peux malheureusement quitter la France, je peux vous parler aussi de la guerre qui est faite, on le voit en ce moment, aux agriculteurs. Il y a tout ce truc sur la santé où ils essayent de faire bénéficier l'industrie pharmaceutique, etc. Donc l'objectif, pour moi, quelles seraient les solutions que vous m'apporteriez? Quels seraient vos conseils? Alors la solution, elle est toujours individuelle. Bien sûr. Il n'y a pas de recette toute faite. Ce qui est le plus important aujourd'hui, parce qu'on vit une période mouvementée qui va durer encore quelques années, ça c'est mon point de vue, parce qu'on est dans une période qui est la fin d'un cycle au niveau énergétique et vibratoire, où on est dans un affrontement avec des forces sombres qui agissent dans le visible et dans l'invisible. Donc il y a une partie profane et il y a une partie initiatique. L'initiatique, on parlait de la franc-maçonnerie, c'est pas par hasard. Donc ça veut dire qu'il y a des forces qui agissent dans cette réalité, qui ont une emprise physique et une emprise invisible. Je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et dans l'équation. Les solutions, pour moi, elles sont avant tout individuelles, dans le sens où aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'écouter, se retrouver, écouter son cœur et ce qu'on a envie de faire. Si on fait un boulot et on n'est pas satisfait, on est déprimé ou on n'est pas bien là où on vit, en fait, c'est une période de changement. Il faut vraiment tout changer, tirer la page. Je sais pas, ça peut être aussi vivre avec quelqu'un avec qui vous n'entendez plus, vous n'avez plus rien à partager. Donc pourquoi continuer à quelque chose qui vous pèse? Donc il y a plein de choses comme ça. En fait, il faut arriver à sortir de son emprisonnement, s'autoriser la liberté et de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Parce que la démarche, ce n'est pas cérébral, c'est dans le cœur. C'est dans l'énergie du cœur que vous allez pouvoir vous guider pour reconfigurer votre vie. Est-ce que je dois quitter... si vous sentez que vous devez quitter la France, il faut la quitter. Vraiment, s'il y a quelque chose qui vous appelle de quitter le pays, il faut le quitter. Si vous avez quelque chose qui vous dit que vous avez envie de vous installer à la campagne, parce que vous voulez créer quelque chose un peu à la campagne, une activité, une communauté, ou créer une activité qui vous permettrait de gagner de l'argent et de proposer des services, parce qu'il y a plein de choses à faire, faut le faire. En France, moi je ne dis pas que la solution c'est de quitter le pays. Ce pays, il est dans une situation très inquiétante. Je ne dis pas que la solution c'est de quitter le pays, parce que si tout le monde part, voilà. Et donc non, je pense qu'il faut... Chacun a sa place, chacun doit trouver sa place, et pour moi c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Il n'y a pas de recette toute faite. Pour ceux qui ont de l'argent, qui peuvent acheter un peu de métaux précieux, or ou argent métal, ils peuvent le faire à travers des magasins qui vendent ça, etc. Ça, c'est pour ceux qui ont un peu de l'argent et qui n'ont pas besoin de liquidité, parce que ceux qui ont besoin de liquidité, ils ne vont pas acheter, parce que ce n'est pas liquide, l'or et l'argent métal. Voilà. Après, il y a la blockchain. Sur la blockchain, il y a plusieurs projets sur lesquels je me suis penché. Moi, c'est Kinesis, c'est une société australienne qui tokenise l'argent et l'or métal à 100% avec des preuves de réserve, des coffres, etc. Puis il y a aussi LOD, le projet LOD sur lequel je me suis penché. Donc les crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies, donc en plateforme décentralisée avec des smart contracts, un projet qui est solide, que ça fait quand même 5 ans qu'ils travaillent dessus, adossé sur le blockchain Act du Liechtenstein, et puis qui permet d'avoir de l'argent ou de l'or métal au gramme près pour l'argent et au milligramme pour l'or. Donc vous pouvez acheter un token d'argent, ça va vous coûter 78 cents,
en dollars, et un token d'or qui est 1 mg d'or, et ça va vous coûter 66 $. Donc c'est abordable à tout le monde. Donc c'est avant tout pour les gens qui veulent se débancariser, ou les gens qui sont sous-bancarisés, qui peuvent acheter du métaux précieux. Et le gros avantage, c'est que ça préserve leur épargne, leur économie de l'hyperinflation qui est en train de se développer. Parce que là, on va vraiment dans une situation, vous avez vu les prix de l'alimentaire qui ont explosé. Ouais, hyperinflation à 2 chiffres. Ils parlent d'inflation, mais on n'est pas dans une inflation, on est dans une hyperinflation. Vous regardez les prix de l'immobilier et tout ça, donc c'est des menteurs pathologiques. Les médias sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité, et puis de toute façon, donc les gens seraient choqués aussi d'entendre vraiment la vérité. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'on est en hyperinflation, c'est à 2 chiffres, ça va se développer, donc il y a une paupérisation de la population. Donc ceux qui ont un peu d'argent, soit acheter de l'or physique, acheter de l'immobilier pas cher en milieu rural pour être autonome, autonomie alimentaire, acheter potentiellement des tokens adossés complètement à l'or métallique ou l'or métallique. Moi je connais 2 sociétés, je vous l'ai mentionné, Kinesis australienne, LOD.one, et puis ils ont un portefeuille en Web3. L'avantage de LOD par rapport à Kinesis, c'est que LOD a des seuils pour se faire livrer de l'argent et de l'or qui sont plus faibles. Donc ça, c'est un avantage. Après, bon, il y a tous les produits financiers, ETF, il y a Pax Gold, Tether Gold, qui sont censés être adossés à du réel, mais on ne peut pas se faire livrer, on ne peut pas... Moi, j'aime pas trop ça. Ouais, donc ça, c'est très opaque, très suspect, donc il faut que ça soit solide. Donc moi, j'ai identifié dans le monde 2 projets qui sont solides, c'est Kinesis et LOD. C'est à peu près le même projet, simplement LOD est plus avancé dans le sens où ils ont des possibilités avec une carte, les gens pourront payer avec des tokens d'argent dans les commerces et tout ça. Parce que justement, ils sont adossés, régulés avec le Blockchain Act du Liechtenstein, qui est une législation sur la blockchain pionnière, qui leur permettent plein de possibilités. Donc, le message de fond, c'est la liberté. La liberté, c'est très liquide. Vous pouvez échanger vos tokens très facilement. Donc, c'est sur une plateforme décentralisée, sur un portefeuille Web3. Il n'y a que vous qui avez accès. Donc, moi, c'est le seul système aujourd'hui qui est crédible et dont la presse commence à parler. Il y a du personnel politique aux États-Unis qui commence à parler de LOD. LOD, je pense qu'à l'avenir, ça va être un projet qui va beaucoup se développer. Okay. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça conclut bien l'interview. Merci. Merci à vous.